Coucou à tous, c'est Fabienne. C'est Corinne. Dans cet épisode, nous reviendrons sur le précédent numéro, une histoire d'enseignant, dans lequel Michael et Orlan nous racontaient leur premier mois en tant qu'enseignants titulaires et les difficultés rencontrées après leur affectation à plus de 250 km de chez eux. Nous allons partager les remarques que vous nous avez envoyées après écoute de cet épisode et expliquer les coulisses de l'enregistrement. Alors, tout d'abord, Corinne, comment ça va? Je vais très bien. Et toi? Ça va bien, merci. On est en vacances, ça va bien. Alors, tu as écouté l'épisode, une histoire d'enseignant. Qu'est-ce que tu en as pensé? Alors oui, j'ai bien écouté et j'ai trouvé courageux ces deux personnes, surtout leur témoignage, quitter la famille du jour au lendemain, la réorganisation, l'adaptation. Et quand même, j'ai trouvé qu'ils ont bien rebondi face à certaines difficultés. Et franchement, j'ai vraiment apprécié leur force d'esprit. Exactement. Leur résilience, c'est ce qui m'a vraiment beaucoup impressionnée. Quand je les interviewais, c'était leur résilience et... Parce que je ne sais pas si j'aurais pu. Je ne sais pas si j'aurais pu. On me dit du jour au lendemain, quitte chez toi, le mois prochain, tu t'en vas, tu travailles à Saint-Laurent, je dis quoi à mon enfant, je dis quoi à mon mari, tu vois, et il faut trouver un logement. Donc double loyer, puisque là où je suis, il faut payer comme le loyer. Donc c'est difficile. Et j'ai beaucoup aimé leur témoignage aussi. Des personnes très fortes, et surtout, malgré leurs difficultés, ils ont toujours envie de continuer à être enseignants. Oui, ben, on ressent aussi l'amour du métier. C'est ça. Je pense que ça a pris un petit peu le pas sur les difficultés, surtout pour la maman. C'est Orlan. C'est Orlan. Orlan. Et j'ai bien écouté son témoignage et j'ai trouvé quand même elle a eu une belle force pour la réorganisation, puisque je crois que son enfant était sur Cayenne. Oui. Donc, faire la liaison entre les deux, entre l'enfant et tout, je trouvais que franchement, elle a eu du courage. Oui, beaucoup de courage. Et d'ailleurs, sa santé en apathie, puisqu'elle a fait, comme elle a dit, une dépression. Toi, si on te faisait ça, qu'est-ce que tu aurais fait? Mes connaissances, je pense que j'aurais abandonné. Peut-être pas tout début, je ne sais pas, mais il faut vraiment avoir de la persévérance et se dire, bon, on aime notre métier. Et en tant que célibataire, c'est plus facile que lorsqu'on est en couple. Et le monsieur qui a témoigné, Michael, parce qu'il est marié, je crois. Oui. Il est marié, je pense que lui aussi, c'était pas évident, surtout pour sa femme aussi. C'est ça. De pallier les deux, entre la femme, sa femme, le métier d'enseignement. Je pense que c'était pas évident non plus pour la maman ainsi que les enfants. C'est ça, exactement. Et surtout pour les enfants, voir leur papa partir du jour au lendemain, même s'ils ont eu les vacances pour se préparer, les grandes vacances, juillet et août. Mais à la fin, on arrive en septembre, on rentre à l'école et papa aussi rentre à l'école, mais loin. Voilà. Surtout arriver dans un lieu où on n'a pas de pied à terre. C'est aussi ça l'organisation, trouver vite fait un logement. Si on n'a pas de famille dans le lieu d'affectation, je pense que c'est pas évident. C'est pour ça que, comme il l'a dit, c'est un ami qu'il a logé à Saint-Laurent. Il faut avoir des amis partout en Guyane. Hein? Des très bons amis sur qui on peut compter le temps de trouver quelque chose, puisque on peut avoir des très bons amis, mais à un moment donné, voilà, quoi, il ne va pas te dire qu'il faut partir. Voilà, ils ne veulent pas te voir chez eux. Mais au moins, il a eu des très bons amis, donc il a eu le temps de faire ses recherches et faire son installation. Exactement. Donc au moins, ça s'est bien passé, tant mieux pour eux. Mais j'ai toujours été impressionnée par ces personnes qui en arrivent, à cause de leur travail, à se loger dans une autre ville et à devoir payer 2 loyers en même temps. Comment tu fais? Imagine, tu as le loyer de chez toi. Parce que tu as pris un prêt pour acheter ta maison, on ne sait jamais, ou alors tu loues. Et en plus, tu vas dans une autre ville, tu dois trouver un autre loyer. Imagine, tu as le paiement de ta voiture aussi. On ne sait jamais. Quel autre projet tu as? Et puis, tu as pris des paiements chez But ou Conforama, en 4 paiements en 4 fois. Tu fais quoi à la fin? Il te reste quoi pour manger? Je me suis toujours demandé ça. Comment font les gens? Je ne pense pas que j'aurais pu. Je pense pas. Je pense que c'est vrai que quand on est en couple, ça paraît facile, les dépenses et tout, mais je pense que c'est vraiment aussi une belle organisation. Il faut penser à tout, sinon on ne s'en sort pas. On se laisse envahir par les dettes,
et tout. Et si on n'est pas bien réfléchi, dans l'instant du moment, c'est sûr qu'on dérape. On Surtout, dérape. on t'envoie à Saint-Laurent. Saint-Laurent, c'est pas la ville la moins chère de la Guyane. Ah, c'est sûr. J'ai vu récemment une annonce, 2000 € de loyer. Ok, t'as une grande résidence, mais mon Dieu, 2000 € de loyer, qui C'est paie ça? excessif, hein. C'est excessif. Franchement, déjà rien que les 1100 € de loyer, j'ai du mal. Et tous les années que ça augmente. Tous les années, ça augmente. Franchement, les amis de Saint-Laurent, là, faut faire des efforts, hein. Tout le monde n'est pas riche, hein. On dit qu'il y a beaucoup de millionnaires en Guyane, mais attention, il n'y a pas que des millionnaires, hein. C'est sûr. Franchement. Fait qu'elle dit donc à Djobaté, hein. Parce que la vie devient de plus en plus chère. C'est ça, c'est ça. Et c'est vrai qu'à Saint-Laurent, j'ai été il y a quelques temps. C'est vraiment très cher. C'est très cher. Très, très, très cher. Donc, Et c'est dommage parce que Saint-Laurent est une très belle ville. Moi, à un moment, je voulais habiter à Saint-Laurent. Mais c'est impossible si tu n'achètes pas et tu trouves pas un prêt à un taux raisonnable. raisonnable. Saint-Laurent, c'est le prochain Montjoly, quoi. Ah oui, c'est du luxe, hein. Mon Dieu. Vraiment, hein. Et c'est pas toujours du luxe que tu trouves. Tu vois, le prix est luxueux, mais le logement, il n'est pas très luxueux. Voilà. Mais Mais les gens, les particuliers, je trouve qu'ils exagèrent dans la vente. Je veux bien que la personne puisse avoir un petit peu d'avantage, mais il y a des appartements, même des maisons, quand tu fais tu prospectes, tu te dis, mais la personne rigole. c'est vrai. La personne rigole, c'est pas possible. Je dis pas non plus de brader, mais pas parce que c'est à Montjoly, et puis que c'est un petit T2, et puis tu me dis 250 000 €, parce que c'est Montjoly. Mais là c'est un cadeau, 250 000 €. J'avais à Montjoly 1 million. Mais qui achète une maison à 1 million? Ou peut-être que je ne connais pas assez les Guyanais, j'en sais rien. Tu vois, je suis de l'Ouest, je ne connais pas assez le littoral. Mais 1 million, mais qui achète ça, sérieux? Je suis naïve ou quoi? Ils trouvent des preneurs quand même. Hein. Mais oui, mais qui? Ils trouvent des preneurs. 1 million, quoi. Mais c'est... même quand je regarde un petit peu les annonces, hein, c'est choquant. Waouh. Donc je vois les personnes, ils partent. Comme tu dis, l'enseignant qui vient d'acheter fraîchement sa maison, son affectation, Saint-Laurent, ou autre sur le fleuve, il faut qu'il se trouve un logement, de suite. Et il est obligé de prendre ce qu'il trouve en attendant de prospecter tranquillement. Donc quand tu as un petit T2 à 900 €, tu le prends de suite, puisqu'il faut que tu sois prêt pour la rentrée. C'est ça. Tu vois, et c'est une charge en plus pour le couple. Mais à la fin, tu te demandes, est-ce que ça vaut le coup? En tant qu'enseignant, je sais que lorsque tu es muté en zone isolée ou zone éloignée, comme Maripasoula, Papa Echtan, Grand Santi, même Twenke, je ne sais pas si c'est Twenke, Loka et tout, ou même dans l'Est guyanais, tu es payé plus. Mais je veux dire, avec les coûts de loyer, les coûts de transport de tes denrées alimentaires, etc., est-ce que ça vaut vraiment le coup? Tu vois, c'est une question aussi à laquelle il faut répondre. Est-ce que ça vaut le coup d'envoyer des enseignants du littoral? D'accord, on a besoin d'enseignants dans l'Ouest, mais pourquoi pas aider les personnes sur place, encore plus créer un vivier d'enseignants sur place, à se former et à devenir enseignants eux-mêmes? Tu vois, parce que oui, je sais que ça existe, on essaie d'inciter les personnes sur place à faire des études pour pousser, au moins avoir Bac+2, et ensuite devenir eux-mêmes enseignants. Mais je trouve qu'il n'y a pas assez d'incitation à ça, tu vois. Peut-être il faudrait peut-être aussi, pardon, les personnes qui partent dans les communes isolées, je ne dis pas de mettre des logements de fonction, puisqu'il n'y aurait pas assez pour tous les enseignants, mais un minimum ou une enveloppe, une compensation financière. Pour justement les accompagner au début, c'est ça aussi. Tu envoies des enseignants aussi loin de chez eux et tu les laisses se débrouiller tout seuls du début. Au moins s'ils avaient, comme tu dis, des logements de fonction, même pour 2 mois. Voilà, le temps de... Exactement. 2 mois, on les loge et ensuite ils doivent trouver. C'est plus facile quand tu es sur place de prospecter, de trouver ailleurs, quand tu sais que voilà, le rectorat te loge, au moins pour Mathieu Dupri, je ne sais pas, ou même la mairie. Mais je trouve qu'il manque ce genre de structure-là, il manque ce genre de réflexion-là sur place
pour justement aider les enseignants, parce que tu as envie qu'ils restent, tu as envie qu'ils ne soient pas paniqués à l'idée d'aller sur place. Ils savent qu'il y a des logements de fonction, comme tu dis, ou bien des logements temporaires, gérés par le rectorat, gérés par la mairie, et réservés aux enseignants, ça leur ferait moins peur. Voilà, puis même pour leurs dépenses, tu vois, ou faire une convention avec les sociétés immobilières. Dire que on a un quota pour les enseignants, et puis on s'arrange. Au moins l'enseignant, je pense qu'il sera plus réceptif à aller dans par exemple Saint-Laurent, c'est qu'il y a un logement et tout, qui va l'attendre, et par rapport à une convention établie avec une société immobilière, quelle qu'elle soit. Hein. Mais tu sais cette convention existe, mais ça fonctionne mieux sur le littoral. C'est-à-dire quand les enseignants recherchent des logements, en passant par la SIGI ou la Seine-Samar ou Simco, il y a une structure du rectorat qui les aide à avoir des logements plus rapidement. Mais ça, sur le littoral, il y a beaucoup de propositions de logements, ça fonctionne bien. Mais dans les sites isolés, dans les sites éloignés, comme Maripasoula, etc., ça ne fonctionne pas bien parce qu'il n'y a pas assez de logements. Il n'y a pas assez de logements sociaux. Et donc, les personnes qui sont sur place vont avoir priorité. Tu vois. Oui, mais je pense que la solution, vraiment, ce serait que le rectorat participe, ou l'éducation nationale participe à construire des logements réservés aux enseignants. Logements temporaires réservés aux enseignants. Et pourquoi pas aider les locaux à leur donner des prêts avantageux pour qu'ils puissent construire ça en place aussi et avoir un parc de logements. On ne dit pas non. Ça aurait été intéressant. Je pense que là, il y aurait beaucoup de professeurs. C'est ça. Surtout qu'il y a beaucoup de terrains sur place. Les gens, à Maripasoula, je sais que les gens construisent. Ils construisent beaucoup, mais c'est vrai que le prix de la construction sur place, elle est très élevée. Quoi. Très élevée, mais les loyers aussi sur Maripasoula sont très élevés. Exactement. Parce qu'il y a beaucoup de monde. Le besoin en logement est énorme à Maripasoula, apparemment. Exactement. Donc, les propriétaires, ils jouent dessus. Tu vois, après, pour l'enseignement, je pense qu'il aurait fallu aussi qu'il y ait une concertation avec les professeurs pour qu'ils puissent parler de leurs difficultés et mettre en place des solutions. Parce que du jour au lendemain, oui, je suis affectée, mais je ne sais pas comment réagir. Oui, c'est ça. Mais dans ce cas-là, affectée... après, il ne faut pas que ça soit du jour au lendemain. Hein. On me dise, Madame Joseph, vous êtes affectée à Saül. Ok. Soyez en poste dans une semaine. Dans une semaine. D'accord. En général, ils ont plus de temps quand même. Mais je vois ce que tu veux dire. Tu vois, c'est juste pour imager. C'est ça. Donc, c'est vraiment une situation ubuesque, comme disent les Français là-bas. Vraiment écouter l'enseignant face à ses difficultés. Tu vois, pas se plaindre, mais les contraintes. C'est ça. De l'éloignement lorsqu'on n'a pas de famille dans la commune d'affectation. Parce que franchement, l'enseignement, c'est un métier nécessaire. Autant que les infirmiers, les docteurs. Et l'enseignement, c'est un métier nécessaire. On en a besoin partout. Il faut les chouchouter, les enseignants. Hein. Ben oui. Il faut les chouchouter. Il faut les aider. Hein, c'est ça. Il faut les aider. Hein. S'il vous plaît, rectorat de la Guyane et ministère de l'Éducation nationale, il faut les chouchouter. Mais tu sais, pour cet épisode, cet enregistrement, ça a été très difficile de trouver des enseignants qui acceptaient d'être enregistrés et témoigner. Au départ, je leur expliquais, moi je ne cherche pas à ce que vous racontiez des histoires sur un tel, sur le rectorat, c'est pas l'objectif. L'objectif, c'est que vous racontez votre expérience personnelle. Comment ça s'est passé le début, comment vous avez trouvé, et tout, comment vous vous êtes débrouillé, quoi. Est-ce que vous avez toujours envie de rester ? Voilà, selon votre expérience, qu'elle soit positive ou négative, est-ce que vous avez toujours envie de rester? Et si oui, qu'est-ce qui vous plaît tellement dans ce métier-là, qui vous donne envie, malgré les difficultés, de rester? Donc je demandais juste ça. Et il y a beaucoup d'enseignants qui ne voulaient pas. Ils me disaient personnellement, d'accord, en face à face, oui, ils me racontaient tout. Mais quand c'était le moment pour enregistrer, et voilà, c'était non, je peux pas. En gros, ils avaient peur des conséquences. Ah oui, je comprends. Il y a ici, je ne sais pas si c'est partout en France aussi, sur le territoire national, mais il y a une peur des représailles. Pourquoi? Je ne sais pas. Il y a une peur de représailles de la part des instances que
de voir un enseignant témoigner d'une situation et dire non, ça s'est pas bien passé, j'aurais aimé que ça soit comme ça, c'était difficile, etc. Mais c'est votre expérience, quoi. Hein. Vous voyez, donc pourquoi c'est aussi difficile de témoigner? Ça, je ne l'ai toujours pas compris. Je peux l'accepter, je l'ai accepté parce que beaucoup de gens m'ont dit non. Et je connaissais leur histoire et j'avais vraiment envie qu'ils parlent. Mais beaucoup me disaient non, je peux pas, ils vont me reconnaître, j'ai peur des conséquences et tout. Donc, je sais pas. C'était très, très difficile de trouver. Là, je remercie beaucoup Orlan et Michael d'avoir été aussi courageux et d'avoir témoigné comme ça. Peut-être qu'ils n'ont pas compris le concept. Peut-être aussi. Peut-être qu'ils n'ont pas compris le concept. Ils pensaient qu'on allait faire un cancan. Peut-être, hein. Ou leur histoire peut-être mal interprétée aussi. C'est ça. Donc, après, la peur, elle est partout. C'est vrai que lorsqu'on fait quel que soit le métier, il faut savoir poser les bons mots, raconter bien comme il faut, pour qu'il n'y ait pas une interprétation trop mal vue. Donc, c'est peut-être ça aussi, hein, la peur d'être reconnu et dire, mais c'est toi qui avais témoigné. Donc, je pense que tout ça a freiné. Mais tu penses que c'est lié uniquement au service public ou c'est quelque chose d'assez général? Je pense que c'est général. Ouais. Ouais, je pense que c'est général. Les représailles, elles peuvent être très, très dures pour la personne qui l'a subi. Comme quoi, par exemple? Ça peut être bien harcèlement, ça peut être de tout, en fait. Donc, je pense que c'est normal, oui et non, mais de se protéger. Ouais. Protéger. Même si c'est vrai que parler de son expérience, ça peut aider d'autres personnes dans des difficultés, puisque les témoignages, malgré les difficultés, ils ont quand même pu rebondir. Et malgré tout, on sent l'amour du métier. Tu vois? Donc, à travers les expériences, ça peut aider d'autres personnes. Tu vois, mais bon, si on garde tout pour soi, de peur que... C'est vrai que c'est... Ça fait pas bouger les choses. Ça fait, voilà, vraiment pas bouger les choses. En témoignant, on peut améliorer le quotidien des autres. Des autres, ouais. Par exemple, ce qui m'a beaucoup plu, c'est après la dernière grève très importante, intersyndicale, avait appelé les enseignants à se mobiliser devant le rectorat pour protester contre l'aménagement, enfin, voilà, pas l'aménagement, mais la gestion des enseignants. Et ça a apporté des solutions. Le rectorat a accepté de faire des ressources humaines de proximité. Ils sont plus présents maintenant dans les sites isolés. Il y a beaucoup plus de communication parce que certains ont parlé. Il y a une révolte. Voilà, certains ont parlé, ça a permis de changer quelque chose. Et je trouve que c'est sain de parler. C'est sain de parler parce que on libère la parole pour d'autres personnes. Oui. Et voilà, je suis pas juge. En tout cas, je remercie ceux qui m'ont raconté leur histoire. Je remercie beaucoup Michael et Orlan. Et je suis contente pour eux. En tout cas, je suis très contente pour eux. Mais Orlan a pu rejoindre son fils. C'est bien. Michael a finalement trouvé une balance et dans sa vie de famille, même s'il est resté à Saint-Laurent. Mais comme j'ai dit, quand on est à Saint-Laurent, c'est une ville qui vous attrape. On n'a plus envie d'en partir. On n'a plus envie d'en partir, mais vraiment. Tu connais ça, tu connais Saint-Laurent. Ah oui, j'ai la famille à Saint-Laurent. C'est vrai que, bon, à part le soleil qui est au zénith, il fait bon y vivre. C'est ça. Il fait bon y vivre. Saint-Laurent, c'est chute, hein. C'est vrai. C'est chute, Saint-Laurent. Franchement, je sais pas, il y a une ambiance village que j'aime beaucoup. Et c'est bien aménagé. C'est très bien aménagé, la place verte, la place des fêtes. Il y a toujours un endroit où on peut aller. Oui, se poser, ouais. Pour une famille, je trouve que Saint-Laurent est très beau. Bon, je regrette le climat d'insécurité en ce moment. J'espère que ça va s'améliorer parce que Saint-Laurent, franchement, c'est une belle ville. Et Saint-Laurent, c'est là que se situe mon marché guyanais préféré. Mon par contre en Guyane, mon par contre au marché Macoria, comme ça, tiens, c'est trop petit. Mais Saint-Laurent, j'adore le marché de Saint-Laurent. J'adore. Tu sais quand la dernière fois que tu as été au marché de Saint-Laurent? C'était l'année dernière, parce qu'on est déjà en février. Mais je ne me rappelle plus quel mois, mais c'était à la fin de l'année dernière. Ah, c'est plus du tout la même chose, hein? Mais c'est la même chose. C'est la même chose. Madame l'ail, Madame l'oignon, Madame tomate.
Mais j'aime, Oui, j'aime. mais moi, j'ai été il n'y a pas longtemps. C'est désertique, c'est plus comme avant. C'est vrai, parce ils ont Ouais, un c'est... peu Enfin, ça m'a choquée, changé. en fait. Ça m'a Ouais. choquée, parce que, comme toi, quand j'y allais, ben, à l'entrée, tu avais déjà Oui. tous les commerçants, commerçantes et tout. Là, franchement, ça... Je me suis dit, mais ils sont passés où? Mais t'as été quel jour? J'ai été un samedi. Un samedi? Oui, Oh oh. Bon. j'ai été un samedi. Moi aussi, mais j'aime bien. Mais J'aime c'était... bien. Franchement, j'ai dit à ma tante, mais il s'est passé quoi? Elle m'a dit, oui, ça a beaucoup changé. Ouais. J'ai fait le C'est vrai tour. qu'il y avait J'ai beaucoup. fait le tour du marché en moins de 5 minutes. Ça m'a choquée. Je me suis dit, mais c'est pas possible. Et moi, j'aimais aussi beaucoup le marché de Saint-Laurent. Oui. Beaucoup, beaucoup. Mais il reste dans mon cœur. Hein. Il y a personne qui a détrôné le marché de Saint-Laurent pour moi. Il reste dans mon cœur. J'ai déjà fait le marché de cacao? Oui, oui. Ouais. Oui, mais c'est loin. Donc c'est pas pareil. C'est pas si loin que ça. Saint-Laurent, si t'as de la route. Hein. Non, oui, mais bon, quand t'es sur place, t'as pas besoin d'aller de faire 40 km pour aller au marché. Non, non, j'aime bien. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Et toi, est-ce que tu te verrais, je sais que tu n'es pas enseignante, est-ce que tu te verrais enseignante après avoir écouté cette émission? Est-ce que tu... Alors, non, pas par rapport aux difficultés. J'ai pas la patience. Non. Parce que moi, je dis pour être enseignant, il faut vraiment la patience et la maîtrise de soi. Non. Les enfants là, ils sont trop énergétiques pour moi. C'est vrai. Non, Ah non. oui, c'est un autre monde hein, quand même. Mais j'admire ce métier. Oui. Mais bien qu'on me dise, je te vois bien enseignante, tu es très manuelle. J'ai fait non. Je ne pourrais pas. J'ai des neveux et nièces. Ils sont très, comme dirais, hyper actifs. Je dirais, mais les enfants des autres, je ne sais pas. Non, Ouais. non, non, je ne me vois pas enseignante. Je te comprends. Voilà, je te vois pas du tout. Je me vois pas C'est du pas tout pour tout le enseignante. monde. C'est vrai qu'il faut beaucoup de patience. Beaucoup de patience. Maîtresse, 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 maîtresse. Il faut beaucoup de patience. En tout cas, chapeau aux enseignants. Ah oui. Ils le méritent. Franchement, Vraiment. chapeau aux bons enseignants d'avoir autant de patience. C'est très... C'est Et un toujours métier. avoir l'amour du métier, puisque je sais qu'on peut vite décrocher lorsque un enfant a une certaine difficulté. Donc, des fois, on peut, peut-être dans le programme retardé, mais t'en as d'autres qui s'accrochent, qui essaient quand même d'aider, hein, quel que soit le degré. Hein. T'en as d'autres qui lâchent carrément, qui mettent carrément l'enfant sur le côté, et ça n'aide pas. Ça n'aide pas du tout. Surtout si à la maison, il n'y a pas un travail. Aussi, tu C'est vois. ça. S'il n'y a pas de travail à la maison, c'est sûr qu'arriver à l'école et que l'enfant a une certaine difficulté de compréhension et les autres avancent plus vite, ça peut aussi créer un blocage. Et si l'enseignant derrière quand même voit et arrive à adapter, essayer de l'intégrer, sans pour qu'il puisse se sentir différent, chapeau. Ouais. Chapeau. Je suis d'accord avec toi. Mais d'accord. c'est vrai que c'est pas tout le monde qui a la même vision des choses. Donc, Non, c'est un métier. C'est un métier impressionnant, je trouve. Donc, parmi les témoignages qu'on a eus suite à cet épisode, il y a eu deux particulièrement qui m'ont marqué. Une d'une jeune fille qui travaille dans le marketing. C'est une amie. Et elle me disait, waouh, il y a beaucoup de choses que je ne savais pas. Je ne pensais pas que ça pouvait être aussi dur d'être enseignant. Parce qu'on s'attend à... Bon, on voit juste le côté extérieur. Il n'y a pas d'enseignant dans cette classe. Il n'y a pas d'enseignant dans cette classe et tout. Et on se dit, c'est l'enseignant qui ne veut pas venir. Tu vois. Mais on ne pensait pas qu'il y avait autant de choses derrière. C'est un monde qu'elle découvrait. Et je suis contente qu'elle ait pu découvrir et qu'elle ait pu apprécier ces enseignants-là. Le deuxième, c'est justement un témoignage que Michael m'a envoyé, où la personne, en fait, dit à Michael, je suis impressionnée par ta résilience. Et je suis d'accord. Je suis complètement d'accord. C'était... Je trouve pour moi, quelqu'un qui est obligé de laisser sa famille derrière, mais qui reste aussi calme. Pendant toute l'émission, il était très posé. Il était posé. Orlane, elle avait beaucoup de... Tu sentais qu'il y avait beaucoup de choses qu'elle avait traversées ouais. et qui la blessait encore. Mais quand elle m'a dit « J'ai toujours rêvé d'être maîtresse »,
J'étais étonnée, j'étais sur le cul, tu vois. Elle me dit, pourtant, j'étais pas une bonne élève, mais je voulais être maîtresse. Et je suis contente pour elle qu'elle ait réalisé ce rêve-là. Et malgré les difficultés, elle n'est pas abandonnée. Ouais. Et ça, c'est merveilleux. Et je suis d'accord avec ce dernier témoignage que Michael m'a envoyé. Merci beaucoup, Michael. Vous avez beaucoup de résilience, les gars. Beaucoup de résilience et de sagesse. Beaucoup de sagesse. Voilà. Et c'est comme ça que je termine. Un mot pour la fin? Alors, j'espère que Michael et Orlan ont pu bien s'installer, rebondir et que tout se passe bien pour eux. Et pour tous les autres Michael et Orlan. Voilà. Dans le monde enseignant aussi. Ça ira, les gars. Ça va bien se passer. Force et courage. Force et courage, c'est clair. Allez, au prochain épisode. Corinne et moi reviendrons sur chaque épisode de ce podcast afin de continuer la discussion avec vous. N'hésitez donc pas à nous laisser vos commentaires ou vos questions sur YouTube et Instagram ou envoyez-nous un email à l'adresse enmitempodcast@gmail.com. En mit en tête se veut être un partage de nos différentes expériences sur des sujets divers en Guyane. Donc si vous avez envie que votre témoignage soit entendu, n'hésitez pas à nous contacter. Notre objectif, mieux connaître notre société guyanaise.